Vous écoutez Arte Radio. Les ovaires, l'utérus, le vagin, tout ça, dans cette partie-là, on sait. Mais le périnée, on n'a absolument pas conscience du rôle que ça a. Et on n'apprend pas du tout à rencontrer ce muscle. On n'en parle pas. Le clitoris a été libéré il n'y a pas longtemps. Mais le périnée, pas du tout. Le périnée, pas du tout. J'ai découvert vraiment le périnée en 2025, à 43 ans, et 3 enfants. C'est très grand en fait, c'est une forme de hamac, ça occupe tout à différents niveaux, le vagin, le méa urinaire, l'anus, avec un tissage pas possible. Je veux dire, notre corps repose littéralement sur le périnée. Je veux dire, là, je suis en ce moment assise sur l'ensemble de mon périnée. Et c'est comme un parachute, parce que c'est en forme arrondie, donc qui vient finalement adoucir la vie, le périnée. Moi, c'est ce que je ressens. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, de Charlotte Bien-Aimée. Épisode 64. Anatomie du périnée. Et fermez les yeux quelques instants. Depuis 2 ans, à Dunkerque, je fais du yoga. Fermez les yeux puis observez les sensations du corps. Cette pratique ne m'attirait pas trop, mais je me suis laissée convaincre par mon amie Clémence, qui est prof de yoga près de chez moi. Là, maintenant, laissez bien de côté toute votre journée. Elle m'a dit que ça allait me faire du bien de prendre soin de mon corps. Ramenez l'attention sur les sensations du corps. Je n'ai pas été déçue. Donc on va partir du pubis jusqu'au coccyx. On va d'abord faire je serre simplement le périnée, puis je relâche. En octobre dernier, nous avons fait plusieurs séances sur le périnée. Ça m'a fascinée de porter attention à cet endroit que je connais si mal. Ça, c'est la première chose simple quand on veut déjà sentir ce périnée. D'autant plus que quelques jours après, j'ai reçu un message d'une sage-femme, Alice, qui me disait l'importance de parler du périnée un jour dans mes émissions. Et puis le lendemain, je reçois le livre de Claire Romsey sur le vaginisme, un trouble concernant ce périnée. En échangeant avec Clémence, Alice et Claire, j'ai senti chez elles la même urgence, la même détermination. Sortir le périnée de l'ombre, faire en sorte que les femmes le connaissent beaucoup mieux. Je me suis dit qu'elles étaient un peu comme des lanceuses d'alerte, et j'ai voulu faire entendre leur voix. Il n'y a aucune posture qui est obligatoire, ça veut. Je suis d'abord allée enregistrer Clémence. Elle a 40 ans et propose des cours de yoga accessibles à toutes et tous. Elle accompagne aussi des femmes en postpartum et s'est formée avec la méthode du docteur Bernadette de Gasquet, qui a été une des premières à spécialiser ses recherches sur le périnée. Je peux être amenée à vous toucher. J'essaie toujours de vous demander, de vous prévenir, et vous avez tout à fait, bien sûr, le droit de me dire non, je ne veux pas. L'approche du yoga de Clémence est aussi féministe. Dans ses cours, il y a quelques hommes et beaucoup de femmes, de tous horizons et de tous âges. Je voulais démarrer par un petit tour de connaissance. Et puis peut-être me parler un petit peu de votre rapport au périnée. Alors je ne vous force à rien, vous dites ce que vous avez envie de dire. Je vais démarrer. Et mon rapport au périnée, il est que je démarrais le yoga à 25 ans à peu près. Et la prof a dit serrez le périnée. Et là je fais qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Et j'avais jamais entendu parler de ce périnée. Pourtant, j'ai une maman qui a été sage-femme. Et puis après, avec forcément la grossesse, là j'ai compris ces histoires de périnée au fur et à mesure. Et après, j'ai découvert la méthode de Gasquet et j'ai plongé dans un monde incroyable. Eh bien moi, comme je suis dans la bio, j'ai un peu regardé au niveau de l'anatomie ce que c'était, mais entre voir ce que c'est et ressentir où est-ce que c'est et comment on peut mobiliser, c'est complexe. Et puis après, physiologiquement parlant, l'âge arrivant, les hormones elles jouent, la ménopause.
Et puis là, on se rend compte que quand on éternue, il y a quelques fuites qui arrivent, que quand la vessie est pleine et puis qu'on attend un peu avant, si on bouge un peu, on se dit « Oh là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» Moi, j'étais pas très connectée à cette zone, plutôt très fermée, très tendue, donc avec parfois des douleurs aussi dans cette zone. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est une zone que j'ai envie de chouchouter, être plus connectée à cette zone. Merci à toutes pour ces témoignages. Allez, je vous montre. Voilà, donc ça, c'est notre bassin. Je n'avais jamais vu un périnée en 3D. Je me disais qu'il s'agissait d'un muscle qu'on pouvait contracter en bas, mais c'est tout. En fait, il s'agit d'un ensemble de muscles, une espèce de hamac ou de coque de bateau qui est accroché en dessous des eaux du bassin, avec plusieurs étages. Et vous avez cette partie superficielle, donc la partie basse du périnée. Au rez-de-chaussée, le périnée superficiel qui maintient la vulve fermée. Au-dessus, un grand U, le muscle puborectal, le plus puissant. Et enfin, plus haut en arrière, le périnée profond, le plancher pelvien, qui permet de maintenir nos organes à leur place. Et puis, ce qu'on a derrière, donc ça va être la partie plus profonde. Les hommes aussi ont un périnée, mais il n'est pas fait tout à fait pareil. Et pour les femmes, les conséquences sont beaucoup plus importantes lorsque ce périnée est trop sollicité, qu'il subit trop de poussées, comme me l'a expliqué Clémence. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis dit, c'est quand même assez récent, j'ai l'impression qu'on en parle. Ça a été d'abord pris en charge par des hommes, médecins, chirurgiens, obstétriciens, gynécologues. Une manière d'aborder ce périnée de manière technique et anatomique, c'est-à-dire la femme accouche. Après, il faut rééduquer. C'est encore, moi, un mot qui me choque, en fait, de dire il faut rééduquer, réparer quelque chose qui est cassé. Ok. C'est hyper infantilisant, en fait. Il y a un truc hiérarchique, médical qui vient descendre. Salut, je vais t'apprendre, meuf, c'est quoi ton corps et je vais le rééduquer. Et qui plus est, ça a construit un imaginaire collectif complètement négatif sur ce périnée. On parle de ça souvent, truc de bonne femme. Ça donne des fuites urinaires, machin. C'est, ah oui, c'est pour les femmes qui accouchent, non ? C'est-à-dire que si tu n'as pas eu accès à un moment donné, ou si tu n'as pas voulu rentrer dans un processus de maternité, finalement tu es exclu de le périnée. Du coup, on passe complètement à côté de toutes ces questions de soins, de santé et positive en fait que peut être ce périnée. En fait, c'est un vrai non-intérêt, une non-prise en compte. Je me mets en colère toute seule quand je vois des sports dehors et je vois 50 femmes sur une place qui ont des steps et qui sautent devant un prof, un mec. Et elles viennent et elles se disent c'est bon, j'ai confiance, je suis là pour me défouler et tout. Mais quelle catastrophe! C'est le poids du corps sans arrêt sur le périnée en fait. Et en fait, ça fait que bousiller des périnées. Le nombre de femmes que j'ai qui arrivent dans les cours qui sont abîmées par la course à pied, alors que c'est hyper maltraitant, c'est hyper violent avec soi-même, quoi. On peut courir en faisant attention à son périnée, mais ça demande d'avoir vraiment conscientisé la chose, compris, travaillé. Courir, c'est comme n'importe quel sport. C'est un sport qui s'apprend, en fait. Et moi, je suis choquée quand on vient me dire « Tu sais, j'ai des fuites urinaires quand je cours. Mais bon, ça va aller. Je mets des serviettes hygiéniques, je mets des couches. » J'ai déjà vu des vidéos de crossfit avec des filles qui se pissent littéralement dessus et où ça devient une blague, ça devient drôle. Bonjour. Au sud de Paris, à Vitry, Alice exerce son métier de sage-femme dans un espace qu'elle souhaite appeler son bureau et non son cabinet. Elle y accompagne des personnes et non des patientes. Comment ça va ? Ça va ? Et passe toujours un premier moment à les écouter pleinement, raconter comment ça va, avec le bébé, avec les enfants, les partenaires, le travail, l'argent, et les répercussions que tout cela peut avoir sur leur santé.
Elle prend des notes sur de petites fiches qui s'empilent, bien rangées près des faire-part de naissance et des livres féministes autour de la santé sexuelle des femmes ou des violences gynécologiques. Alice a 35 ans, elle exerce le métier de sage-femme depuis 2015. Sa pratique est féministe, elle milite pour une médecine plus juste et respectueuse. J'ai oublié de vous dire, le travail musculaire, il se fait traditionnellement avec un examen vaginal, donc juste un tout petit bout de mon doigt à l'entrée de votre vagin, ça n'a rien à voir avec le toucher pour sentir le col ou la tête du bébé, mais c'est absolument pas obligatoire. D'accord. En 2017, elle a obtenu un diplôme de sexologue, ce qui lui a permis de se spécialiser dans les douleurs vulvaires ou périnéales. Elle décide aussi de se former à la CMP, connaissance et maîtrise du périnée. C'est une pratique de rééducation du périnée inventée par Dominique Trindin dans les années 90. Alice l'avait découverte lors d'un stage. La CMP lui a permis de préciser les connaissances apprises lors de sa formation initiale de sage-femme. À l'école, on parle du périnée de façon très vague, parce qu'on en parlait comme d'un muscle, plus que d'un ensemble de muscles déjà, comme d'une entité un petit peu floue, quoi. Quand bien même nous, en tant que sage-femme et étudiante sage-femme, on doit suturer des périnées. Donc on reconnaissait que ça, c'était le tissu musculaire, mais on n'avait pas de détails sur quel tissu musculaire en particulier. Ça restait très en surface. Il a fallu que je me forme à cette méthode spécifique qui s'appelle la CMP pour savoir vraiment comment était composé ce périnée. La formatrice, elle amenait des grands draps de différentes couleurs et on devait reconstituer le périnée en étant chacune un repère osseux ou une insertion. Et on tenait ces grands draps colorés entre nous pour former des périnées géants dans cette grande salle à Nanterre. Et c'était des moments de grâce. Enfin, on accédait aux infos nécessaires pour faire notre taf correctement, mais aussi aux infos qui nous concernent, nous, directement. Enfin, on parlait des choses comme elles sont, sans vulgariser, simplifier ou s'en foutre, sans vouloir faire de la rétention d'informations, quoi. Je suis effarée quand je reçois des personnes en consultation et qu'on regarde ce bassin osseux avec les muscles du périnée et les organes du petit bassin accrochés à l'intérieur. C'est la première fois qu'elles voient ça. En écoutant Alice et Clémence, je me suis demandé pourquoi, alors même que les femmes sont suivies de près toute leur vie par des médecins, gynécologues notamment, elles connaissent, nous connaissons si mal notre corps. C'est la question que j'ai posée à la sociologue Aurore Quéclin. Elle est autrice du livre « La norme gynécologique, ce que la médecine fait au corps des femmes ». Moi, j'ai l'impression, c'est en tout cas une hypothèse que je formule, que cette contradiction, elle s'explique par le fait que lorsque l'on va toucher à des enjeux qui sont liés aux enjeux de reproduction biologique, là, effectivement, il va y avoir une hypermédicalisation. L'enjeu du suivi gynécologique, c'est avant tout l'enjeu de on contracepte les femmes pour éviter qu'elles fassent des avortements, parce que ça reste quand même la norme médicale dominante chez les médecins encore à l'heure actuelle, cette idée qu'il faut prévenir les avortements à tout prix. La consultation gynécologique ordinaire, elle fonctionne sur 2 piliers. D'un côté, la contraception, de l'autre, la prévention. De la prévention et du dépistage des IST ou des cancers, donc pour vérifier que tout va bien, etc., etc. Par contre, les enjeux, on va dire, plus liés à la sexualité ou à la réappropriation du corps, ce n'est pas du tout central dans la consultation gynécologique. Au contraire, des formes de sous-médicalisation, d'ignorance absolue dans le domaine gynécologique, autour de certaines maladies des femmes qu'on connaît médicalement depuis des siècles et qui pourtant ont été pendant longtemps invisibilisées, méconnues, comme par exemple l'endométriose, dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est très récent. Pour parler des questions de pathologie, mais effectivement, si on parle de la question du fonctionnement tout simplement du clitoris, du périnée, voilà, des zones d'ombre, d'ignorance, etc. Quand on sort de ces grands piliers contraception et prévention, il y a à peu près rien.
Alors même que beaucoup de patientes avec qui j'ai réalisé des entretiens valorisent la consultation gynécologique précisément parce que c'est une instance qui leur donne accès à la fois à des savoirs sur leur corps, la contraception, l'avortement, puis des techniques concrètes. Ne serait-ce que pour ça, c'est évidemment une forme d'acquis féministe. Mais du coup, dans leur esprit, la consultation gynécologique, c'est une ressource. Mais on voit que c'est une ressource qui demeure malheureusement par bien des aspects lacunaires. Et alors, il y a les enjeux de formation. Il y a un défaut de formation qui est le reflet d'un désintérêt global, social, médical pour ces questions-là, c'est sûr. Il faut des financements, il faut du temps, il faut de l'argent. Or, c'est pas tellement la tendance qui est prise à l'heure actuelle dans le financement de la médecine. Donc, ça s'explique aussi par un resserrement du temps de consultation. Moi, par exemple, j'ai fait un terrain dans une protection maternelle et infantile en Seine-Saint-Denis avec des professionnels qui étaient quand même très engagés dans leur métier. C'était pas ça la question. Mais donc, il s'agissait de faire le maximum avec le minimum. Et donc, on avait des consultations qui parfois duraient 5 minutes. Il fallait voir un maximum de patientes en un minimum de temps. Et donc, il n'y aurait pas eu de toute façon l'espace, on va dire, la matérielle pour une prise en charge qui soit plus développée. Pourquoi ce cahier anatomique ? D'une part parce que nous faisons trop souvent face à notre propre ignorance. Nous connaissons parfois moins bien nos propres organes que les médecins ou nos partenaires. D'autre part parce que nos corps ne ressemblent pas à ceux que nous voyons sur les planches anatomiques médicales ou dans les films pornographiques. Parce que nos sexes sont invisibilisés et qu'on nous apprend à en avoir honte, à les trouver laids ou sales. Parce qu'on ne sait pas que le périnée est un ensemble de muscles puissants, que l'utérus est mobile, qu'il y a de l'espace entre une trompe et un ovaire, que le clitoris est un organe érectile. Parce que 84% des filles de 13 ans ne savent pas représenter leur sexe. Parce que nos anatomies sont multiples, uniques. Nous pouvons ne pas avoir de vagin ni d'ovaire, avoir un diclite, clitoris qui grandit sous l'effet de la testostérone. Le vocabulaire courant utilisé pour désigner nos organes alterne entre insultes, mots enfantins et jargon d'experts, quand ils ne portent pas les noms de médecins hommes les ayant découverts. Parce que nommer correctement toutes les parties de notre anatomie, c'est les faire exister. Notre corps nous-mêmes, manuel de santé écrit par un collectif féministe. J'ai entendu parler du périnée pour la première fois, après mon accouchement, lorsqu'il a fallu le remuscler, après qu'il ait porté tant de charges. Je ne savais pas grand-chose de plus, comme ce fut le cas pour Élise et Aminata. On m'a pas expliqué pourquoi je dois faire ça et on m'a même pas montré à quoi ça ressemblait. Je me suis même pas rendu compte, non, de l'utilité de ce truc-là. Du coup, j'ai pas pris au sérieux. Et du coup, mon premier garçon, j'ai même pas fait. Et là, j'ai fait le premier enfant, le deuxième. J'ai fait des rééducations, mais sans savoir c'était quoi en fait. J'ai fait avec la sonde électrique qu'on branche et on me laisse seule coucher sur la table. On me dit, oui, tu contractes quand ça vibre, tu contractes et tu lâches, tu contractes et tu lâches. Et elle regarde le schéma sur l'ordinateur. Ça m'a pas plu. Le fait d'avoir cet objet-là dans mon corps, sans savoir vraiment c'est quoi ça va servir. En fait, à la maternité, donc, on te dit qu'il faut faire de la rééducation du périnée, 10 séances sur une prescription. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait bien être. Si j'avais bien compris, si on ne le fait pas, on peut avoir des fuites urinaires quand on rigole. Donc, je suis allée voir une sage-femme un petit peu au hasard. Elle introduisait ses doigts dans mon vagin. Elle me demandait de contracter pendant 10 secondes, de respirer, de relâcher, de recontracter. Et elle juge si la pression est suffisante, pas suffisante, ce qu'il faut que je travaille, etc. Après une grossesse, de toute façon, t'es tellement habitué à ce que la terre entière regarde ton vagin, mesure ton vagin, voit tout ce qui se passe dans ton vagin que... Je me suis dit que de toute façon, c'est comme ça. C'est la continuité de la grossesse. Faisons quelque chose d'un peu désagréable. C'est pas grave, c'est bientôt fini. 4 ans plus tard, c'était en 2018, je suis allée voir une sage-femme pas très loin de chez moi. Là, c'était une sonde. Donc, au lieu d'introduire ses doigts dans mon vagin, elle introduisait une sonde. Je me souviens juste qu'il y avait un petit boîtier
avec un genre de point qui montait et qui descendait, un petit peu comme un jeu vidéo. Le vieux jeu vidéo de ping-pong avec une petite balle qui se promène. Et je contractais et je voyais ce point monter. Et quand je relâchais, ça redescendait. J'ai trouvé ça tout aussi intrusif et ça ne m'a pas moins gênée que la première fois. J'ai détesté ces séances de rééducation. Je me souviens y être allée après la première grossesse, avec mon bébé que je découvrais à peine. Mais sinon, je le pose sur vous. Hein. Ah oui, une fois que vous êtes allongé. Ah ok, je pensais qu'on n'a qu'à faire ça si elle a du mal à se tranquilliser dans le transat. J'étais épuisée. Je ne supportais pas de l'entendre pleurer dans son transat pendant que je devais serrer en bas. Jamais la kiné ne m'a proposé de le poser sur moi pendant ce temps. Ben voilà, tu manges la girafe, c'est super. Après ma deuxième grossesse, j'ai fait la rééducation beaucoup plus tard. Je n'étais pas du tout à l'aise. Les exercices me donnaient même envie de pleurer. J'avais eu une césarienne et j'étais terriblement déçue de ne pas avoir accouché par voie basse. Encore aujourd'hui, cette zone de mon corps autour de la cicatrice est comme absente. Je me dis qu'il faudrait que j'en prenne soin et que ce n'est pas sans lien avec le périnée. On essaye un peu ? Maman, elle fait des vagues et toi, tu fais un câlin à Brigitte ? C'est toute l'idée du travail d'Alice. La vie est épuisante. Avec la CMP, connaissance et maîtrise du périnée, on ne contacte plus un endroit de manière un peu approximative, on en contacte 13 par des images de visualisation et à l'aide de notre souffle. On va dire quand vous êtes prête, vous pouvez poser vos genoux tranquilles. Ça va pour vous l'installation ? Ok, alors je vous laisse me dire quand vous êtes prête. C'est bon. C'est un peu frais. Si je vous fais mal, vous me le dites. Mon doigt vous gêne pas ? Non, ça va. Super, super. Donc imaginez que vous êtes sur une plage à Zanzibar. Allez. C'est l'été, il fait 35 degrés, mais vous n'avez pas trop chaud. L'air de la mer vous caresse la peau et vous vous laissez bercer par le bruit des vagues. À un moment donné, imaginez qu'une grande vague, toute douce mais très puissante, s'élance à l'intérieur de votre petite grotte ou de votre vagin. Quand elle arrive au fond, attrapez-la et ramenez-la au centre de votre vagin pour la faire rouler, rouler, rouler sur le mur du fond afin qu'elle remonte, remonte, remonte. Comme ceci. À vous. Super. On recommence. Je me demande s'il n'y a pas un petit forcing de puborectal, mais discret. Hein. Ah oui. Genre, vous êtes très forte pour forcer discrètement. Mais quand même, après que vous ayez fini de faire rouler la vague, je sens une petite tension musculaire, on va dire, résiduelle. Donc, essayez d'être vraiment, de poser un maximum vos jambes et d'être que dans l'image et le souffle, s'il vous plaît. Super. Rien à voir. Je sais pas si vous avez senti une différence, mais en tout cas... En étant plus concentré, oui. Ça... Au niveau de mon doigt, c'était beaucoup plus précis. Après leurs premières expériences, Aminata et Elise ont toutes les deux été accompagnées par Alice. Super. La première séance, ça m'a beaucoup surprise parce qu'on n'a fait que parler. Elle m'a posé plein de questions. Ça ne m'était jamais arrivé. Est-ce que j'ai des fuites urinaires ? Est-ce que quand je tousse, j'ai du mal à retenir ? Est-ce que j'ai des gaz que j'arrive pas à retenir ? Donc elle m'a posé tout un tas de questions. Elle m'a montré des images anatomiques du périnée. Et là, je me suis dit, mais c'est gigantesque ! Puisque pour moi, le périnée était un tout petit rond autour de l'urètre. J'y suis retournée la fois suivante. Là, on est passé à l'action. Et je devais imaginer que mon vagin était un pont-levis.
Et je vais faire monter le pont-levis, mais sans forcer, sans contracter mon périnée. Et donc, elle me disait, oui, c'est bien, c'est bien. J'étais bon, je sens pas trop, mais ok. Et il y avait un exercice sur la vessie qui consistait à faire remonter ma vessie. Et donc là, c'était l'histoire de petites billes à tirer en avant, en arrière. Et donc, j'ai fait le deuxième exercice et elle me dit, ah bah là, t'as senti? Alors, je dis, oui, j'ai senti quelque chose, mais quoi? Elle me dit, t'as remonté ta vessie de 5 mm. J'étais hyper fière. Là, je savais vraiment c'était quoi. L'ascenseur qui ouvre, l'ascenseur qui ferme. Et après avoir fait ça avec Alice, c'est resté même un peu dans mon quotidien. Même quand je suis en train de faire la vaisselle, je ramasse l'utérus, je me retiens de ne pas faire pipi. Et quand je suis au sport aussi, je parle beaucoup de ça. Et à chaque fois, pour protéger le périnée, je leur dis, il faut vraiment ramasser le ventre, comme l'impression que vous vous retenez de ne pas faire pipi. Ça s'est installé dans nos quotidiens qui est vraiment magique. Tu es connecté avec ton corps. Avec votre souffle, lentement, vous allez resserrer ce tube. C'est aussi beaucoup de respiration, donc c'est des respirations assez profondes. Donc ça te calme, en fait. Enfin, il y a eu toute une phase où c'était difficile je pense pour plein de femmes, les bébés se réveillent, on a du mal à s'endormir. Et je l'ai fait beaucoup, et en fait, ça m'endormait. C'était génial. J'arrêtais de m'agacer sur le fait que j'arrivais pas à m'endormir et que j'avais pas assez dormi et que mon bébé allait se réveiller dans 1 heure probablement et que j'étais fatiguée et que j'avais mal au bras et que j'avais mal au dos. Le seul effort que ça demande, c'est de prendre 5 minutes pour respirer et penser à autre chose. Ce qui vraiment, quand on a un tout petit bébé, peut faire beaucoup de bien. Maintenant, je fais des exercices ciblés. Si je sens que j'ai eu du mal à retenir ma vessie, je vais faire plus les exercices sur la vessie un jour. Si, je sais pas, j'ai eu du mal à retenir un gaz un jour et je me dis « Ah mince, il faut que je retravaille cette zone », je comprends ce que je muscle. On a établi une belle relation de confiance. Ça va? C'est clair pour vous cette image de tube? C'est pour savoir si moi je dois reformuler, vous voyez, ça c'est les images telles qu'on a l'habitude de expliquer, mais si comme l'autre... Parfois, les femmes sont surprises de découvrir cette méthode différente. Mais au fil des accompagnements, Alice constate à quel point celle-ci est efficace. Tout le monde ne vit pas la même révolution corporelle avec ça, mais pour beaucoup c'est pertinent. Donc c'est pas le seul outil bien sûr, mais c'est un outil très très pertinent. Dans la mesure où la CMP, elle permet de prendre contact avec tous ces muscles-là, d'augmenter leur tonus, d'être mieux connecté avec eux, elle est vectrice d'autonomie et de dignité et de confort pour les personnes, parce que il y a des personnes qui organisent toute leur existence autour du fait qu'elles ne peuvent pas contenir leurs urines, autour du fait qu'elles ne peuvent pas manger telle ou telle chose parce qu'après elles vont avoir de l'impériosité fécale, en mouvement il y a des gaz qui s'échappent de leur vagin, mais en plus c'est sonore, et donc il y a beaucoup de femmes aussi qui sont confrontées à cette problématique des gaz vaginaux au moment de la prière, et pour beaucoup de femmes c'est horrible. Si on va à la piscine et que progressivement dans la suite de la journée on rend l'eau de la piscine dans ses sous-vêtements, c'est pénible. Si on est assise aux toilettes et que le tampon qu'on a placé dans son vagin il tombe dans les toilettes, tout ça en fait c'est des situations d'humiliation. Et pour autant, c'est à la fois tabou et en même temps, c'est banalisé. On voit des publicités parfois avec des personnes de la soixantaine et un sourire brillant, très contentes de suriner dessus parce qu'elles ont des géniales protections de je sais pas quelle marque. Au-delà des fuites urinaires, muscler son périnée est aussi important pour éviter l'incontinence ou les descentes d'organes et la pose d'implants pour les soutenir. Implants dont de nombreuses femmes ont dénoncé les effets secondaires graves ces dernières années. Pourquoi on s'obstine à faire passer les personnes à côté de leur périnée? Pour plein de raisons qui, à mon sens, relèvent du patriarcat et du capitalisme, parce que les rééducations qui se passent en intention volontaire
le fait de serrer en bas sans aucune précision, on est là pour vendre du matériel où les kinés et les sages-femmes, ils peuvent mettre 3 à 5 femmes dans des box en même temps pour les faire travailler et où les échanges se limitent à bonjour, est-ce que je pourrais avoir votre carte vitale ? En gros, moi j'ai l'impression que c'est comme si il fallait redonner un peu de tonus au périnée pour que les relations sexuelles avec pénétration, ça continue d'être satisfaisant pour les partenaires masculins. Enfin, en fait, que ce soit après un accouchement ou dans le cadre de problèmes sexuels, on s'en fiche que les femmes, elles rencontrent leur sexe et que ça circule bien entre leur tête, leur cœur et leur sexe et qu'elles aient une meilleure notion de leur géographie intérieure et qu'elles trouvent leur plaisir et aussi en mettant en jeu leurs muscles. C'est une mutilation symbolique, en fait, pour maintenir un contrôle social sur le corps des meufs ou des personnes sexisées. Des personnes connectées à leur périnée, qui savent le faire fonctionner et qui savent tirer profit, entre guillemets, de cet espace musculaire-là. C'est trop révolutionnaire, en fait. Donc oui, pour moi, cette question du périnée, elle est éminemment politique. Et si on est capable d'actionner ses muscles, on est capable de maximiser certains frottements, certaines stimulations dans un contexte sexuel. Et on peut aussi solliciter les muscles suspenseurs du clitoris et rendre plus accessible le gland du clitoris à tout type de stimulation et que ça circule mieux dans la région du clitoris. Donc, c'est une sacrée porte d'entrée vers l'autonomie et l'autodétermination sexuelle. Cette prise de conscience, ce lien qui se crée entre une personne et son périnée, ça va faire qu'elle va prendre des décisions plus alignées avec elle-même et qu'elle va aussi se soustraire à ses injonctions, à ses obligations dans le cadre de l'hétéronorme. Alice anime aussi un groupe d'échange sur la santé sexuelle dans la maison de quartier d'Ivry-Port, à la demande des femmes fréquentant le lieu. Ce groupe existe maintenant depuis 8 ans. Il est composé de femmes de tous les âges, dont Aminata, que vous avez entendu plus tôt. Il a donné lieu à une brochure appelée « Sans tabou », dans laquelle le périnée est représenté. J'ai compris que le périnée, en fait, c'est l'organe de la vie, mais on n'en parle jamais. Je compare un peu avec le rôle de la femme. Je me dis, la femme, elle est le pilier du foyer, mais on s'en fout d'elle. Et le périnée, c'est le muscle de la vie, mais on s'en fout d'elle. Et moi, ça m'a vraiment fait pitié pour les autres femmes qui ne connaissent pas. Moi, j'explique beaucoup à d'autres copines. J'ai même envoyé les audios qu'elle nous a envoyés dans le groupe WhatsApp. J'ai même envoyé à une belle-sœur qui est sage-femme. Comme ça, elle aussi, elle transmet à d'autres. Ça circule beaucoup. Hein. Parce que moi, j'ai un compte TikTok où, quand je fais les lives, je parle beaucoup de ça parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas après l'accouchement qu'est-ce que la femme elle doit faire pour s'entretenir son corps, elles ne savent pas. Il y en a qui prennent des produits, qui les remettent dans leur vagin. C'est dangereux, ils le vendent beaucoup. Les femmes l'utilisent, ils le vendent dans les marchés. En miel, en tout, mais c'est dangereux. Ils le mettent dans le sexe, ne sachant pas c'est quoi. Oui, des herbes. Oui, mais ça, est-ce que ça resserre même? Ça ne resserre pas. Et moi, ça ramène des maladies. Ça ramène des maladies. C'est pour le plaisir de l'homme, c'est même pas pour ton plaisir. Parce que, tu vois, il y a des hommes qui ont tendance à dire à la femme, ouais, t'es trop large et tout ça. Et lui, il se dit pas qu'il est trop élastique ou quelque chose comme ça. Parce que dans un couple, il croit qu'il n'y a que la femme qui doit se donner, il n'y a que la femme qui doit chercher à être parfait pour son homme. Or que c'est pour les deux, hein. Disponible. Bah oui. Disponible. C'est là que je comprends quand je suis dans une relation avec mon compagnon. J'ai remarqué qu'il y avait plus de sensations avec la rééducation du périnée et tout ça. Même à mon âge, j'ai 74 ans, j'apprends encore des choses. Quand je rentre chez moi tout de suite, j'en parle à mes filles, qui sont mamans, d'autres pas encore. Moi, j'ai accouché tous mes 5 enfants ici en France. Hein. La première, on m'a anesthésiée avant de couper. J'avais 22-23 ans. La deuxième, on m'a coupée au moment où tu pousses le dernier truc. Elle me dit, vous sentirez rien, paf, coup de ciseau. La troisième, on m'a coupée, mais sans anesthésie aussi. C'est charcuterie, quoi. Et le quatrième, je me suis déchirée en poussant.
Et le 5e, on m'a coupé sous anesthésie, mais l'anesthésie est partie. On m'a recousu à vif. À vif, alors que tu es déjà toute déglinguée par le bébé qui est sorti, qui avait 5 kilos et quelques. Oui, c'est un traumatisme. On n'en guérit pas. Hein. On n'en guérit pas. Et avec les médecins, on n'est pas trop à l'aise, surtout les gynécos. On pense qu'il faut être à leur merci, on pense qu'il ne faut pas les contredire, on pense que tout ce qu'ils te disent, c'est ça qui est la vérité, on pense que c'est eux-mêmes, ils connaissent mieux notre corps que nous. Du coup, ils sont un peu le Dieu sur terre devant notre corps. Mais avec Alice, je connaissais plein de choses. Ça m'a permis de ne pas me laisser toucher quand je n'ai pas envie, ou de me demander d'abord la permission, ou de m'expliquer qu'est-ce qu'ils vont me faire. Ça change tout. Moi, la dernière grossesse, les médecins qui m'ont eu, ils ont eu affaire à moi. Ouais, j'ai amené des noix et les casse-noix. Bon, tu veux qu'on commence là? Elle a le truc, non? Aramona, elle arrive, Aya, elle arrive. Nous formons un cercle autour de ma peau qui râle. Nous formons un cercle, et dans ce cercle, il y aura un feu. Et mes sœurs autour de moi forment ma nouvelle peau. Et mes sœurs autour de moi brodent à même mon sang une armure solide. Certaines me soutiennent, d'autres me caressent. Ensemble, elles sont le trône et l'autel. J'habiterai la maison de mes sœurs pour la durée de mes jours. Je ne manque de rien. Le bûcher, Daria Marx. Je me suis dit que ce qui se passait dans cette maison de quartier n'était pas sans rappeler les groupes de self-help ou groupes d'autogynécologie créés dans les années 70 en France et qui existent encore aujourd'hui, ici ou là, comme me l'a expliqué la sociologue Aurore Quéclin, qui travaille aussi sur ces questions. L'autogynécologie, c'est le fait de s'approprier à la fois des connaissances et des techniques de la gynécologie en les pratiquant soi-même. La grande pratique de l'autogynécologie qui a un peu fait figure de pratique phare parce qu'elle est de l'ordre un peu de l'héritage historique, c'est l'auto-examen gynécologique. Mettre soi-même un spéculum et regarder son col de l'utérus avec un miroir et une lampe de poche. Donc ça, c'était une pratique qui s'est développée dans les années 60 et 70 au moment des mobilisations pour la légalisation de la contraception et de l'avortement. Aujourd'hui encore, voilà, les nouvelles générations de féministes qui s'approprient l'autogynécologie, c'est vrai que ça reste vraiment cette pratique phare. Mais on trouve aussi un large panel de types d'autogynécologie, si bien que c'est assez difficile en fait à définir en soi. C'est à la fois prendre certaines plantes pour soigner certains troubles. C'est partager des connaissances tout simplement sur son corps, sur la sexualité, partager des représentations de l'anatomie qui ne reprennent pas les représentations médicales classiques. Et on pourrait tout à fait imaginer d'inclure à l'autogynécologie la question du périnée. Et d'ailleurs, peut-être que c'est déjà le cas et qu'on l'ignore. Parce qu'il faut souligner quand même que, comme justement on est face plutôt à des pratiques qui sont marginalisées, qui flirtent parfois aussi avec potentiellement des accusations d'exercice illégal de la médecine, donc potentiellement aussi de formes de répression, eh bien, il y a beaucoup de pratiques qu'on ignore et de praticiennes qui ne veulent pas être connues. Donc, à mon avis, ce n'est pas du tout impossible qu'il y ait déjà une convergence entre autogynécologie et question du périnée. Justement, à la différence de la médecine classique, c'est pas quelque chose d'institutionnalisé, donc ce n'est pas non plus quelque chose de figé. C'est pas quelque chose dans lequel il faudrait rentrer ou il faudrait avoir un diplôme. Et de fait, moi, les personnes que j'ai rencontrées se sont vraiment formées aux questions d'autogynécologie par Internet, par les groupes d'interconnaissance, par des fanzines qui ont circulé, par l'héritage de Notre corps nous-mêmes des années 1970, la vision de certains films d'époque. En fait, c'est des savoirs et des pratiques qui sont construites un peu de bric et de broc, d'une certaine manière. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est très ouvert. Et puis, tout doucement, en expirant par la bouche, je parle du périnée.
À Dunkerque, dans le cadre de son approche féministe du yoga, Clémence s'est aussi formée sur les violences sexistes et sexuelles. Dans les cours, je prends toujours beaucoup de pincettes quand je viens parler du périnée, parce que je sais pertinemment, dans 80% des élèves que j'ai, ou je sais pas, au moins 50%, je pourrais dire. Mais je me doute très bien que parfois il y a des histoires de violence à cet endroit-là, qui ont été conscientisées ou pas conscientisées. Et du coup, ça se répercute sur le périnée. Donc comment aller parler du périnée avec une forme de légèreté ? En fait, là, je peux vous emmener dans un endroit où c'est OK d'aller et on va le visiter ensemble et vous en faites ce que vous voulez. Et il y a quand même une phrase que j'aime bien de BKS Iyengar, qui était un yogi. Le yoga nous apprend à réparer ce qui n'est pas nécessaire de supporter et à supporter ce qui ne peut être réparé. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui vient résumer toute l'histoire d'un périnée, en fait. À mon accouchement, j'ai eu une épisiotomie. Je me souviens très bien que l'obstétricien, il est arrivé et en fait, je me débrouillais très bien. J'avais la bonne poussée. Et il est arrivé sans même me regarder, il a coupé. Et 2 secondes après, ma poussée était très bonne et du coup, le bébé est sorti. Et il a dit « Dis donc, vous avez un sacré périnée ?» Et là, je me suis dit « Mais pourquoi t'as coupé ?» Du coup, il y a un truc que j'avais besoin de réparer. Je sais plus qui, une fois d'ailleurs, m'a dit dans cet accompagnement postpartum, t'as besoin de faire la paix avec ton périnée. Je me suis rendu compte, dans mon chemin du yoga, de l'impact que ça pouvait avoir, ce périnée, sur tout le corps, finalement. Du coup, voilà, tout ce processus de comprendre ce que c'est ce périnée et le ressentir, ça a débloqué énormément de choses dans ma vie, en fait. Moi, j'ai vécu des violences intrafamiliales petites, comme de nombreuses filles, des attouchements à l'adolescence, de garçons plus âgés, voilà, qui mettent les mains, tac, tac. Tout ce qui s'est construit autour d'une première sexualité où je sais pas comment ça fonctionne, j'ose pas toucher. Et du coup, il y a une violence qui s'installe, en fait, dont j'avais pas forcément conscience. Je suis allée à un endroit du corps qui ne m'appartenait pas. C'était un peu une zone obscure et je suis allée éclairer cette zone. Et d'un seul coup, je me sentais maître de moi-même. Ce qui concerne mon sexe, ce n'est plus quelque chose d'obscur. C'est quelque chose où j'ai des ressentis, où je comprends comment ça fonctionne, à quoi ça sert, quelle maîtrise je peux en avoir, si je serre, si je relâche. Tiens, qu'est-ce que je ressens ? Ah ouais, c'est pas mal quand je fais ça. Et du coup, avec une exploration qui est un travail de complicité finalement avec son corps, je trouve. Et même sans besoin de partenaire. On va dire un truc aussi lié à la connaissance de son corps et l'autonomie. Et c'est satisfaisant. On doit vraiment y travailler avec la pression, ça se fait tout seul. C'est l'impulsion de départ. Dans toutes les postures, de toute façon, c'est l'impulsion de départ. Tu vas pas le... C'est une vraie résistance en fait. D'aller prendre soin de son périnée, de partir de la base, même si c'est pas toujours évident en fait quand on a vécu des violences dans cet endroit. C'est un long chemin, c'est un long chemin. Comme Clémence, découvrir vraiment son périnée a bouleversé la vie de Sabine. Elle a 64 ans et a été victime d'inceste par son père dès l'âge de 4 ans. J'ai fait une psychanalyse pendant 15 ans. En terminant ma psychanalyse, je me suis dit, ça c'est bien, je suis contente, je parle maintenant. Je parle et je suis entendue. Parce que moi, j'ai pas été crue quand j'ai parlé. Mais en même temps, même si ça m'a fait du bien, j'étais pas encore totalement en accord avec moi-même. Je sentais que mon corps, il réclamait autre chose. Je me suis dit, il me manque un truc, j'ai mal au corps en fait. Et j'ai fréquenté la maison des femmes de l'hôpital Bicêtre, où là, il y a une sage-femme, qu'elle m'avait dit que le tissu de ma vulve était très tendu.
Comme aujourd'hui, mon périnée est toujours hyper tendu. Il y a une vigilance à ce niveau-là. C'est comme si les séquences de l'inceste vivaient hors de moi et cette partie de mon corps entre ma vulve et mon bassin était blanche. Rien n'existait et il y avait quelque chose qui n'allait pas entre le bas et le haut. J'ai fait tout un parcours sage-femme, psychologue, sexologue, une femme qui faisait des massages, de la gymnastique, du théâtre. C'était des semaines à thème périnée. J'entendais tout le temps parler et je me dis mais ce périnée c'est mon cousin. Et sur les dessins, je les trouvais beaux avec ces petites ramifications qui viennent se tenir au bassin. Et ensuite, je suis allée voir une autre sage-femme en libéral. Et là, elle m'a fait faire tout un travail sur mon périnée. Des tout petits exercices que je fais dans le métro. Au lieu de regarder mon portable, je fais ça. Je fais les petits exercices d'enroulement, de tapis de sable, je déroule, enfin voilà, quoi. Et j'ai découvert ce qui se passait entre mon bassin et ma vulve. J'ai découvert des nouvelles sensations. Quelque chose de vivant. Et ça peut parfois me faire mal, mais aussi, parfois ça me donne du plaisir. Et je suis plus maître de mon corps, de cette région-là. Et je décide qui vient, qui ne vient pas. Et mon corps est devenu un ami alors qu'avant c'était un oubli. Je me souviens, j'en avais parlé à ma psy. Moi, je voulais mettre mon bassin sur le divan et aussi le périnée, qu'ils parlent, qu'ils racontent, eux, ce qu'ils ont vécu. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'écrire là-dessus. Je suis en train de les faire parler. J'ai commencé par le bassin parce que c'est comme une église. Les églises, c'est un recueillement, qu'on croit ou pas en Dieu. Et là, c'est la même chose. Le bassin a recueilli peut-être mon périnée blessé, ma vulve blessée, mon clitoris blessé. Et là, lui, il raconte que après la catastrophe, il s'est remis en position d'église finalement, de recueillement. Il est revenu recueillir le périnée. Il est venu soigner, il a rajouté des rubans de soie et de couleurs pour que ça soit beau, pour que le périnée revive et retrouve du plaisir et du goût. Des couleurs, parce qu'il faut des couleurs, parce que l'inceste c'est terne. C'est gris, Et puis il a fait la même chose avec mon clitoris aussi. Il l'a un peu dépoussiéré, il a pris soin des petites blessures et il l'a repeint en rose. Voilà, j'imagine ça, quoi. Là, ça me fait ne plus être bancal. Aujourd'hui, quand j'avance vers quelqu'un, j'avance avec mon périnée. Mais je me montre en gardant la clé de mon corps, pas en me donnant totalement, quoi. Mon corps était ouvert à tout vent avant. Aujourd'hui, je l'ai fermé. Mon périnée est là. Lui, en fait, quelque part, il me soutient aussi. Le centre de gravité, centre de plaisir, centre de reproduction, centre de création. Un bassin d'os qui berce bébé. Notre première maison, caverne primordiale du bonheur ou de la terreur. Là, les blessures sont archivées. Survie, relation, pouvoir et argent. Pont osseux du buste aux jambes. Plancher musculaire qui pompe et pulse. Architecture de contention. Clé de voûte de la posture. Ancre de l'équilibre émotionnel. Portail de l'amour. Ton périnée est un foyer. Elizabeth Noble. Sabine a été accompagnée par Alice, qui l'a aidée à détendre les muscles de son périnée. Parce que pour beaucoup de femmes, il ne s'agit pas de remuscler le périnée, mais de réussir à l'assouplir. C'est le cas pour les personnes souffrant de vaginisme, une contraction involontaire du périnée rendant impossible la pénétration, ou pour celles qui connaissent des douleurs à la pénétration, la vulvodynie, ou encore celles qui ont de l'endométriose.
Si l'endométriose commence à être un peu mieux accompagnée et soignée, grâce à la mobilisation des féministes notamment, le vaginisme et les vulvodynies restent encore très peu connus. Pourtant, selon Claire Romsey, autrice du livre « Vaginisme et vulvodynie, enquête sur les maux intimes des femmes », au cours de sa vie, une femme sur 5 est ou sera concernée par des douleurs pendant et après un rapport sexuel. Des douleurs qui sont souvent remises en question par les soignants, donnant lieu à 5 ans d'errance médicale. Oui, c'est ça, t'es sur le Discord aussi. On se connaît, mais de manière virtuelle, on va dire. Alors les femmes s'organisent entre elles, créent des groupes de discussion et de parole en ligne, via des groupes Discord notamment, pour se partager des conseils, des infos, des noms de bons spécialistes. Parfois, elles se retrouvent chez l'une ou l'autre. Ce soir-là, un petit groupe initié par Claire Romsey se voit pour célébrer la sortie de son livre et parler de l'exposition photo que l'une d'entre elles prépare autour du sujet. Oui, Claire disait, on va peut-être faire un tour de table. Ouais, un petit tour de table. Ok. Tu veux commencer? Allez, pourquoi pas. Dès le premier moment où il va y avoir du désir, ou en tout cas mon corps a compris que ça allait arriver, j'ai une crampe. Mais une vraie crampe, comme une crampe au mollet quand on n'a pas bu assez d'eau et qu'on fait du sport, du périnée. Ça me fait une douleur. Donc on se dit, mais je comprends pas pourquoi ma tête se dit allez, trop bien, bon moment, et mon corps me dit non, pas du tout. Et c'est vrai que c'est la kiné qui m'a appris à respirer, à contracter, décontracter, contracter, décontracter, et en fait ça fait passer la crampe. Mais si on nous l'explique pas, on n'invente pas, quoi. C'est pas du tout intuitif. Grâce à la kiné, c'est que je me suis rendu compte que juste avant, parfois, qu'il y ait de la pénétration, je suis tendue. Je suis en train d'embrasser la personne avec qui je suis. Je me dis, putain, merde, je suis tendue là, en fait, je le sens. Et du coup, je me dis, vas-y, respire, prends 2 secondes. On est capable de se dire, je peux dire, attends, 2 secondes, j'ai besoin. Je détends, je prends le temps, etc. Et après, ça peut reprendre en étant détendu. Parce qu'en fait, des fois, je pense, même hors vulvodynie, je pense qu'on se rend pas compte que... On peut être soi-même hyper tendu comme ça parce qu'on appréhende le truc de fou. C'est vrai que souvent il y a tout un cercle vicieux de la douleur. C'est ce que tu disais sur l'appréhension et tout. Enfin, souvent, il y a un peu ce truc, il y a des douleurs. Puis ensuite, après, par anticipation, on a peur d'avoir mal. Notre cerveau, il enregistre quand même les douleurs, les rapports qui se passent mal. Donc forcément, après, ça stresse. Voilà, c'est un peu... Moi, c'était un peu compliqué. Enfin... J'ai quelques douleurs au rapport juste au moment de la pénétration, mais c'est que avec un partenaire seul, j'ai pas trop de problèmes. Donc on a commencé les traitements, c'était de la rééducation avec des dilatateurs. Mon cauchemar sur terre. On appelle aussi ça des bougies vaginales ou des progresseurs, et donc c'est des objets qui ont des tailles progressives. Donc la première taille, c'est à peu près la taille d'un petit doigt. Et ensuite, globalement, ça va jusqu'à la taille d'un pénis approximativement, quoi. Et le but, c'est de venir faire des exercices avec, donc des exercices d'étirement. Et en fait, ça peut venir en complément du massage manuel. En fait, avec les doigts, on va pas forcément aussi profondément. On n'est pas forcément toujours aussi à l'aise aussi, on est un peu recroquevillé. Enfin, c'est pas toujours hyper facile, alors qu'avec un dilatateur, moi, je trouve que ça rajoutait une distance entre moi et ma vulve. Moi, j'ai pas du tout aimé. Enfin, en fait, rien que de voir, je paniquais. Je pense qu'il y a aussi un côté échec, progression qui me stressait. Je me disais, oh là là, mais si j'arrive pas à passer au niveau d'après, je me disais, mais j'avance pas dans mon parcours de soins, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Enfin, il y avait un côté que je trouvais hyper anxiogène avec les dilatateurs. La doctorante en sciences politiques, Camille Emmett, a travaillé sur ces sexualités endolories. Elle s'est interrogée sur la manière dont ces expériences pouvaient être la matrice d'une socialisation féministe. Pour elle, ces dilatateurs rappellent ce qu'on propose aux personnes intersexes pour former une cavité utérine. Donc ça reste, je pense, un outil médical qui vise à remettre en conformité le corps des femmes avec des normes de genre et spécifiquement des normes hétérosexuelles, qui veut qu'elles puissent accueillir une pénétration. En tout cas, sur cette pratique de la pénétration, moi, je vois surtout le poids du patriarcat qui pèse sur ces femmes, parce qu'en fait, les femmes qui ont une sexualité endolorie peuvent avoir une sexualité tout à fait satisfaisante avec d'autres pratiques sexuelles. Donc encore aujourd'hui, on n'a pas de définition précise de la cause de ces pathologies génitales, mais on a des pistes de réponse. La première réponse, c'est un vécu de violence sexuelle qui peut créer ensuite un vaginisme, donc une contraction involontaire du vagin qui rend impossible la pénétration, une vestibulodynie qui rend la pénétration douloureuse. Aussi, une autre piste de réponse,
c'est tout simplement les aléas de la vie. Une mycose peut se transformer en un vaginisme ou en une vestibulodynie. Donc il suffit d'avoir expérimenté la douleur une fois, plusieurs fois, et finalement ne pas réussir à sortir de ce cycle de la douleur. Il y a aussi certaines femmes qui ont en fait développé un rapport assez distant à leur corps du fait d'une socialisation primaire où la sexualité elle est taboue. Moi, j'ai beaucoup de femmes que j'ai rencontrées qui ont grandi dans des familles où en fait les parents ne parlent pas de sexualité et lorsqu'ils en parlent, ils réaffirment l'idée que la sexualité féminine, elle est réceptive, elle doit répondre en fait au besoin masculin qui est un besoin irrépressible. Donc ça, c'est encore une intériorisation des normes de genre et des normes hétérosexuelles qui mettent une pression sur les femmes et qui peut se traduire par des pathologies génitales à l'âge adulte. La sexualité endolorie, c'est quand même un révélateur, une réponse des femmes aux injonctions qui pèsent sur elles. Donc en fait, il y a une multitude de causes, mais ce qui pèse sur les femmes à chaque fois, c'est quand même l'injonction à la pénétration et donc le patriarcat. Moi, j'ai vraiment l'impression que le vagin, à un moment, il dit stop, en fait. Le corps qui se met en grève, ce vagin qui se fâche, ce périnée qui se crispe, il dit que, oui, que ce qu'on nous propose, c'est pas satisfaisant, c'est pas épanouissant, c'est ok, mon vagin, il a dit stop. Donc là, je suis obligée de m'asseoir et de réfléchir à mes représentations, de prendre contact avec mon sexe et mon corps en général. Il est souvent question de se reconnecter, de rétablir une communication fluide entre la tête, le cœur, le sexe, et que ce sexe, il fasse partie de la personne, quoi, parce que bien souvent, c'est comme s'il était à côté. Déconstruire un petit peu cet imaginaire dépréciatif dans les échanges, mais aussi avec des techniques d'auto-examen, de pouvoir regarder son sexe avec un miroir, de pouvoir masser ses muscles pour pouvoir non seulement prendre contact avec ses muscles par les images mentales de visualisation, mais aussi par le toucher. Et puis c'est beaucoup un travail autour d'habiter son corps, d'intégrer ce sexe à son schéma corporel, et de faire la paix avec lui. Si on avait cette approche pendant notre construction, oui, il y a énormément de choses qui seraient différentes. Et cette question, cette phrase-là, m'avait scié. Dans les groupes d'entraide, certaines souhaitent politiser le sujet, d'autres non. L'urgence est souvent déjà de se soigner. Ainsi, si les violences sexuelles peuvent être à l'origine de ces pathologies, elles ne sont ni les seules ni les principales. D'autre part, comme l'ont montré les études sociologiques sur la santé des femmes et de l'endométriose, ces troubles sont souvent psychologisés. On individualise le problème des patientes. Et moi, la première chose qu'on m'a dit, c'est dans ta tête. Et alors j'étais super contente parce que je me suis dit, mais super, si c'est dans ma tête, on va régler ça facilement. Et après coup, heureusement, c'est ma mère qui m'a dit, mais t'as conscience que je vais jamais te ramener voir cette gynéco, c'est pas possible qu'elle te dise ça. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire, c'est dans ma tête? C'est qu'en fait, ça veut dire que c'est moi qui suis responsable. Très tôt, on m'a dit, il faut réfléchir à ce que ça dit de votre féminité. Et j'ai trouvé ça hyper violent. J'ai trouvé ça hyper violent. Ouais. Et le problème, c'est que c'était dit avec énormément de bienveillance. Et peu de temps après, je me suis dit, mais en fait, non, retournons pas le problème. Dès le départ, on se dit, ok, ça va reposer sur mes épaules. Exactement. Ça va être de mon ressort de m'en sortir. Et il faut que je réussisse à m'armer pour que je puisse m'en sortir. J'ai vu d'autres sexologues. J'en ai vu une, alors elle était hyper concernée par ce que je vivais. Je me sentais vraiment considérée, écoutée. Elle avait conscience de tous les troubles existants et tout ça, mais j'avais la sensation que mon trouble la dépassait. C'est comme si on n'arrivait pas à remonter sur l'origine de mon vaginisme parce que j'avais pas vécu d'agression sexuelle dans mon enfance, où je me disais, merde, j'ai la sensation qu'elle sait pas quoi faire de mon cas. Et donc, moi, en tant que ressentie de patiente, c'était affreux parce que je me disais, mais en fait, je suis foutue. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai eu un contact très précieux d'une de mes meilleures amies qui m'a dit, moi j'ai une psy, elle est géniale. Et donc là, ça fait 2 ans que je suis en thérapie avec elle.
Et ça y est, j'ai vraiment trouvé quelqu'un qui me prend en charge réellement. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a commencé par me dire oui, vous faites du vaginisme, mais en fait, il y a tout un tas de trucs à traiter avant, donc on va devoir commencer par ça. Et après, on pourra aller voir le vaginisme. Et petit à petit, j'apprends à me connaître, à m'écouter, à me respecter déjà dans ma vie. Et je pense que j'ai trouvé plutôt une autre forme d'équilibre qui est d'avoir un cercle dans lequel je me sens bien. Aujourd'hui, je suis dans une relation lesbienne et mon amoureuse fait aussi du vaginisme, donc nous sommes ensemble dans notre... Et il y a un truc où, en fait, j'ai fini par me poser la question de mais en fait, pourquoi je veux résoudre mon vaginisme ? Parce qu'en fait, pendant des années, je voulais pas vraiment résoudre mon vaginisme pour moi. Je voulais le résoudre parce que je voulais être normale. Et parce que je voulais qu'on me fiche la paix, en fait. Et par contre, oui, je serais heureuse d'avoir un rapport sain à mon corps, parce que mon vaginisme, je pense qu'il est aussi lié au fait que je ne connais pas bien mon corps et que je me suis jamais écoutée et respectée moi-même à ce niveau-là. Et je suis heureuse de trouver aujourd'hui mon équilibre comme ça. C'est une manière aussi de faire évoluer sa sexualité. Je ne sais pas si vous avez eu ces discussions-là, mais qu'il y a d'autres sources de plaisir, qu'on peut avoir une relation sexuelle, l'appeler comme ça, sans pénétration. De toute façon, quand c'est fermé, quand t'as mal ou quoi, c'est juste des caresses sur le ventre, des massages, voire des massages en intra aussi. On est obligé de l'apprivoiser par une sexualité un peu différente aussi, quoi. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Anna Bui. Accompagnement éditorial, Sarah Bénichou. Texte, Selima Atala. Illustration, Anna Vanda-Gogusset. Merci au docteur Bernadette de Gasquet, dont je vous recommande les ouvrages sur le périnée. Merci à Claire Romsey, à la sage-femme Alice Roch et à Clémence de Notre Corps Yoga, ainsi qu'à toutes celles que j'ai pu contacter et rencontrer pour l'émission. Vous retrouverez les contacts et les liens vers plein de ressources sur la page de l'émission et sur les réseaux sociaux. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio ou l'Instagram Charlotte Bien-Aimée. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.